Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à tous dans votre rendez-vous du dimanche sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en compagnie de mes deux acolytes du dimanche, Stéphane Simon, bonjour à vous. Bonjour à tous. Et Arthur de Vatrigan, bonjour Arthur. Bonjour. Directeur du magazine L'Incorrect, que vous retrouvez d'ailleurs dans vos kiosques, je le rappelle. Chaque dimanche, nous donnons la parole à une voix libre, une voix forte qui n'a pas peur de déranger par ses idées. Et là, c'est par son constat. Notre invité Thibaut Prébet signe aux éditions du Rocher ce livre Démographie, la bombe tranquille. Pourquoi tout va changer? Comment nous y préparer? Pourquoi les Français ne referont pas de bébés? Pourquoi la société va vieillir? Pourquoi tout va changer? C'est ce qu'on verra avec notre invité. Bienvenue à vous Thibaut Prébet. Merci de votre invitation. On va disséquer votre ouvrage dans quelques instants avec Arthur de Vatrigan, mais avant ça, Stéphane Simon, avec sa carte blanche, revient sur un coup de tonnerre judiciaire qui nous vient de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, nous parlions des rapports toxiques entre la France et l'Algérie la semaine dernière, vous vous en souvenez. Eh bien, c'est un nouvel épisode insidieux qui est arrivé mercredi dernier. Kamel Daoud, l'écrivain, j'allais dire le grand écrivain, puisqu'il est lauréat d'une dizaine de prix importants, dont le Goncourt, d'origine algérienne, naturalisé français, qui vit à Paris, eh bien, il a été condamné en Algérie à, tenez-vous bien, 3 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de dinars, ce qui fait à peu près 35 000 euros, au prétexte d'une plainte, celle d'une femme, Saada Harban. Le crime, eh bien, c'est que l'histoire de cette femme lui aurait servi d'inspiration pour son dernier roman, Ouris, qui a été son 5e roman et qui lui a valu le Goncourt en 2025. En résumé, il est reproché par la justice algérienne à Kamel Daoud d'avoir romancé à partir de la vie d'une femme sans avoir eu son accord. Alors je précise quand même que cette femme n'est nullement nommée dans le roman et que si elle n'avait pas fait valoir qu'il y avait des points communs entre sa vie et ce roman, personne n'en aurait rien su, évidemment. Mais voilà, ce roman est devenu notre Goncourt et il fallait bien que l'Algérie, une fois de plus, reproche à la France d'être la France et d'avoir accueilli Kamel Daoud, accessoirement, qui n'a jamais caché sa défiance vis-à-vis de la dictature algérienne. Reprenons. Voilà un écrivain condamné à 3 ans de prison parce qu'une femme, Saada Harban, je le disais, l'accuse d'avoir volé son histoire tragique pour en faire le cœur de l'intrigue. Ce roman parle en effet d'une rescapée des massacres perpétrés pendant la décennie noire. Mais n'est-ce pas souvent le propre des écrivains de s'inspirer de la réalité, de romancer à partir d'un fait réel? C'est donc au nom de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, un texte de 2005, que l'écrivain a été puni pour l'utilisation et l'exploitation des blessures de la tragédie nationale et pour porter atteinte aux institutions de l'État algérien et ternir l'image de l'Algérie. Oui, parler de la guerre civile algérienne, des 10 ans de guerre, des 200 000 morts selon les estimations, des milliers de terroristes amnistiés, c'est un crime en Algérie. Il ne faut pas parler du passé. Et au nom de cette réconciliation nationale, eh bien, rien ne doit être dit. Comme si le régime militaire algérien avait besoin des autres pour ternir son image. Ce régime n'a besoin de personne pour sombrer, dissuader quiconque d'y mettre les pieds. Qu'est-ce qu'il faut penser d'un pays qui considère que le problème n'est pas l'histoire du pays, mais celui qui la raconte? Qu'est-ce que c'est que ce pays qui condamne des hommes sans même leur donner la possibilité d'un avocat? Pierre Vermeuren, l'historien que nous recevions la semaine dernière, nous l'expliquait, l'Algérie refuse de pratiquer l'introspection et préfère blâmer la France, en l'occurrence un écrivain français, plutôt que ne soit évoquer la guerre civile et la misère morale qui déchire ce pays. Alors, après avoir enfermé Boualem Sansal, c'est donc au tour de Kamel Daoud de risquer la prison. Je voudrais terminer juste par rappeler que l'été dernier, Kamel Daoud avait déjà dû souffrir de la plus terrible des injustices. Sa mère s'est éteinte durant l'été et le régime algérien lui avait fait savoir que s'il venait s'incliner en Algérie sur la dépouille de sa mère, il serait arrêté. Quel régime politique peut avoir cette indécence morale? Quel régime digne de ce nom peut interdire à un homme de venir s'incliner sur la dépouille mortelle de sa propre mère? Voilà ce qu'est le régime algérien. Alors j'ai cherché sur le compte Instagram de notre président de la République. Pour l'instant, aucune réaction. Seul le ministre de la Culture, la ministre de la Culture, Catherine Pégard, a réagi pour défendre l'écrivain. C'est aussi cela le problème avec l'Algérie, c'est notre silence et les kilomètres de couleuvres que notre président avale. Oui, et en tout cas, c'est pas sur Sud Radio qu'on fera silence. Arthur de Vatrigan. C'est une très juste chronique de Stéphane. J'ajouterais juste que, comme l'a rappelé très justement Vincent Trémollet-Villers du Figaro, Kamel Daoud a été condamné donc par la justice algérienne pour un livre qui n'est ni édité ni publié en Algérie. Donc un livre français.
Donc moi j'ai une question, c'est où sont les écrivains ? Où sont les éditeurs ? Où sont les artistes qui ont toujours une pétition dans la poche, qui sont prêts à monter sur une tribune pour dénoncer tous les périls fascistes du monde ? Là, c'est silence radio. Et comme l'a rappelé justement Stéphane, Emmanuel Macron, rien, ministre de la Culture du bout des lèvres. Alors c'est vrai il paraît qu'il faut apaiser les relations avec l'État, avec un État qui veut surtout pas qu'on les apaise. Donc on a Sansal, on a Daoud, des écrivains qui écrivent, sont à chaque fois leur arme et leur art. Donc ils ont le courage, ils ont la liberté. Les autres, ils ont la lâcheté, la soumission qui est chevillée au corps. Et quand l'ADE ne plie pas, Sansal, malgré la prison, malgré les humiliations, on lui crache à la gueule. Donc c'est juste à vomir. Oui, et ça, on l'a fait en France, notamment, cracher à la gueule. En tout cas, à Boulogne-Sansal. Exactement. Merci beaucoup, Arthur de Vatrigan. Tout de suite, parlons du sujet de notre émission du jour. La démographie, notamment française. Vous verrez que ça ne concerne pas que la France. Ce qui se passe dans notre pays. Pourquoi tout va changer ? Comment nous préparer à la bombe tranquille ? Qu'est cette démographie ? On en parle avec notre invité Thibaut Prébet, qui signe son ouvrage aux éditions du Rocher. Un livre que vous avez dévoré, Arthur de Vatrigan. Exactement. Alors l'époque fait parler beaucoup, on parle de crise, de fracture, d'angoisse climatique, de dette, de pouvoir d'achat, de guerre, d'identité, de déclassement. On commande tout sans toujours voir ce qui se travaille réellement, nos sociétés à bas bruit. Et parmi ces phénomènes profonds, il y en a un dont on parle peu ou mal, ou peut-être trop tard, c'est justement la démographie. Et avec Démographie, la bombe tranquille, donc l'économiste Thibaut Prébet publie un livre qui a le mérite de remettre ce sujet au centre, car c'est finalement peut-être le seul sujet, parce que sans enfants, il n'y a plus de Français. En français, il n'y a plus de France. Donc certes, le sujet de la démographie revient de temps à autre, mais repart aussi vite qu'il était arrivé. C'est bien la preuve qu'il n'est pas spectaculaire, mais décisif. La démographie est une bombe, dites-vous, mais c'est une bombe tranquille, c'est-à-dire une bombe à mèche lente, silencieuse, mais sans possibilité de l'éteindre. Et pendant longtemps, on a peut-être vécu avec cette idée simple que le grand danger, c'était le trop-plein d'hommes, de pression, de ressources, de naissances. Et là, vous nous dites qu'on va être confronté à un autre vertige. C'est pas celui du nombre qui déborde, mais celui du nombre qui se retire. Moins de naissances, plus de vieillissement, avec comme conséquence une cascade donc de déséquilibre. Et donc l'une des grandes réussites de votre livre, c'est que vous ne le traitez pas comme une affaire technique, comme une affaire de statisticiens ou d'experts administratifs, mais vous faites un sujet politique au sens global et le plus large du terme. Car derrière les courbes, il y a des réalités qui sont très concrètes. Le travail, l'école, la transmission, la santé, les retraites, l'aménagement du territoire, la capacité même d'une société à se projeter dans le temps, c'est-à-dire une question de destin collectif. Donc la démographie, la bombe tranquille pose deux questions essentielles et vous y répondez. Avons-nous compris le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer ? Et est-il possible encore d'agir ? Mais avant de rentrer dans le détail, j'aimerais bien que vous nous faites peut-être un état des lieux de la France aujourd'hui et des dernières grandes évolutions de la démographie française. Thibaut Prébet. Absolument. Alors c'est intéressant parce qu'on a une vision française qui est totalement fausse. C'est-à-dire qu'on voit la France comme un pays qui a des difficultés, en ayant parfois cette impression un peu naïve qu'elle est la seule, et que puisqu'elle est la seule, il suffirait, et on aura largement le temps d'y revenir, de changer un ou deux paramètres et tout irait pour le mieux. Or la réalité est que la France suit un chemin de baisse de sa démographie, de baisse de sa fécondité. La fécondité, c'est important de le rappeler aux auditeurs, c'est le nombre d'enfants par femme, ce qui n'est pas la même chose que la natalité, qui est le nombre de naissances. Évidemment, si vous avez une population, l'âge moyen est de 15 ans ou de 50 ans, les deux n'ont pas du tout la même résonance. En France, c'est un pays qui avait une fécondité à l'ère classique, qui était autour de 6 enfants par femme, qui était dans les plus faibles au monde, et qui a vu jusqu'une stabilisation, et à partir des grands progrès médicaux principalement, un effondrement jusqu'à 2 enfants par femme. C'est cette première étape. On va un peu en dessous, on remonte. Il y a des effets liés à la guerre qui polluent un peu les statistiques. Et quelque part, à 2, personne ne s'inquiète. On se dit, on est 2, on fait 2 enfants quelque part. C'est bien, c'est pas bien, mais comme c'est stable, ça ne nous intrigue pas. Et depuis quelques années, ça redescend. 2, 1,80, 1,70, 1,60. Et là, tout d'un coup, on se pose un peu des questions parce qu'on se dit, c'est pas beaucoup. Peut-être on regarde un peu autour de nous, on se rend compte qu'il y a 195 pays au monde. Sur ces 195, il y en a 185 où la fécondité a baissé au cours des 5 dernières années. Et ceux qui ne sont pas là-dedans, c'est souvent parce que ça avait déjà été fait avant. Et sur le gros tiers que correspondent les pays en développés, la France est 2e ou 3e. 2e ou 3e tous les ans. Et donc se dire on a un problème franco-français, c'est déjà un problème en soi. Parce que ça veut dire qu'on ne regarde pas ce qui se passe autour et que donc on est dans l'illusion de ce qui peut marcher ou pas. Et c'est le point de départ de cet ouvrage, c'est de se dire, on a une situation en France, 1, est-ce qu'elle est grave ? Et 2, est-ce qu'on voit des choses autour qui nous permettent de nous dire que c'est temporaire, gérable ou ingérable ? Et je pense que c'est un point de départ qui est crucial si on veut pouvoir faire preuve de lucidité.
Alors justement, comment expliquer ce qui se passe? Est-ce que c'est grave, docteur? C'est ce que vous nous direz dans quelques instants. Restez avec nous, Thibaut Prébet. Je rappelle votre ouvrage Démographie, la bombe tranquille. Tout ce que vous croyez savoir sur la démographie française, en fait, était faux. Il vous expliquera qu'on l'avait sous notre nez, sous nos yeux et tout autour de nous, et qu'on comprendra pourquoi rien ne changera. En tout cas, tout va changer, mais nous, on ne pourra rien y changer, si je leur dis en bon français. Restez avec nous, on se retrouve dans le choc des idées avec Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Le choc démographique aussi, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec notre invité Thibaut Prébet qui signe Démographie, la bombe tranquille. Pourquoi tout va changer? Comment s'y préparer? C'est publié aux éditions du Rocher. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan. Arthur, pourquoi en d'autres termes les Français font de moins en moins de bébés? C'est la question qui est intéressante, mais comme vous finissez sur on regarde pas ce qu'il y a à côté, alors on a toujours été un peu auto-centré, c'est normal, mais si on regarde dans le rétroviseur, l'histoire et les évolutions peuvent nous apprendre sur cette démographie? Est-ce qu'elle a toujours été en croissance? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a baissé puis réaugmenté? Ce qui pourrait peut-être expliquer des causes à cette évolution. Oui, absolument. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on n'est pas très lucide sur le sujet. Moi, j'aime bien faire cette comparaison qui peut être un peu choquante entre le vaccin et la fécondité. C'est-à-dire que c'est deux sujets qui sont intimes. On se pose la question, je vaccine mes enfants ou pas, je fais des enfants ou pas. Et donc, on met son intuition sur le sujet. Et tout le fait que c'est théorisé économiquement depuis 1 à 2 siècles, on s'en fout. En réalité, Adolphe Landry théorise ça dès 1939. Donc, c'est beau, c'est français. Et aujourd'hui, on ne le regarde plus. Alors, en fait, le schéma jusqu'à 2000, il est ultra simple. Les gens, globalement, veulent 2 enfants en âge de se reproduire. Un peu plus avant, mais pas tellement plus. Et en fonction de la mortalité, qui fait que pour garder ces 2 enfants, il faut en faire 3, 6, 8 ou 2, eh ben on se cale à peu près là-dessus. Et ce qui est remarquable, c'est que si on prend la population française, en fait, elle bouge pas tellement. Entre 1400 et 1800, on passe de 16,6 millions d'habitants à 20 millions. C'est 40% en 4 siècles. C'est pas beaucoup. Depuis, on a quasiment quadruplé. Donc ce que vous voyez, c'est qu'en fait, on reste dans cette idée et la mortalité guide le seuil de renouvellement de la population et donc la fécondité. Vous avez une grosse guerre, une grosse pandémie, la population s'effondre, la fécondité remonte pour repeupler. On parle aussi, le baby-boom est dans la même logique. A contrario, vous avez des progrès liés aux antibiotiques, liés à la gestion du jeune enfant, liés au vaccin. La fécondité s'effondre quelques années après. Et sauf qu'entre les deux, il y a une transition qui est le temps de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, j'ai fait 4 enfants, j'ai gardé les 4. Au final, si j'en veux 2, autant en faire moins. Et du coup, la fécondité suit, mais pendant cette période-là, on a une explosion de la taille de la population parce qu'on a une génération qui a bien eu l'effet baisse de la mortalité, mais pas encore l'effet hausse de la fécondité. Et donc, en fait, cette explosion de la population mondiale et française est en réalité le fruit d'une période de transition, contrairement à ce qu'on peut penser, et est plutôt arrivée au moment où la fécondité baissait. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est peut-être ce qui est le plus intéressant à noter sur la fécondité. Stéphane Simon. Oui, il y a quelque chose qui est assez parlant, je crois, pour nos auditeurs. C'est ce que vous rappelez, je crois que c'est en 4e de coup, vous, dans les premières pages de votre livre, vous parlez des ventes de couches pour adultes qui dépassent déjà celles des couches pour bébés. C'est déjà le cas au Japon et ça ne saurait tarder chez nous. Et effectivement, vous dites avec une certaine ironie, mais profondeur, que c'est l'information la plus importante que vous verrez cette année. Elle dit tout. Elle dit qu'on vieillit pendant qu'un autre ne naît plus. Oui, c'est un sujet que je trouve assez choquant. Et en réalité, au Japon, c'est pas nouveau. C'est ça qui est terrible, c'est que ça fait déjà quelques temps. Mais il dit aussi que le monde qu'on va vivre par rapport au monde qu'a vécu nos grands-parents n'a rien à voir. On peut considérer à certains égards qu'il est mieux. On peut aussi considérer qu'il est moins bien, c'est chacun son avis. Mais on peut en tout cas ne voir qu'une chose, c'est qu'il est différent. Et que si on pense que des recettes qui ont marché sur un monde en transition, où une population énorme devait financer le reste, va marcher une fois que cette population devient famélique et que les autres sont de plus en plus nombreux et avec des coûts qui ne font qu'augmenter, eh bien, on a une équation économique qui est absurde. Et je pense que se rendre compte que le monde est différent et qu'appliquer les mêmes recettes qu'avant sur un monde différent n'est qu'une impasse, c'est déjà un début de constat qui peut amener à chercher des solutions. Dans le débat public aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Donc, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que on peut essayer de contribuer à faire bouger les lignes là-dessus. Exactement. D'ailleurs, on va revenir aux conséquences dans quelques minutes sur Sud Radio parce que tout va changer. Mais avant ça, vous dites que globalement, la loi immuable, c'est que les couples ont toujours voulu que dans l'idéal et dans l'absolu, 2 enfants leur succèdent plus tard. Alors si attention, c'est le cas, parce que c'est comme ça que je résume ce que vous venez de dire. Oui, alors attention, parce que le terme que vous employez est hyper important, parce qu'il est, à mon sens, d'un côté très juste et de l'autre très faux. On a 2 éléments qui expliquent la baisse de la fécondité. Le premier, c'est la baisse de la mortalité, très simplement, avec cette corrélation. La deuxième, c'est le choix. Vous dites on veut. Mais en fait, si vous êtes au Moyen-Âge,
Aujourd'hui, on est dans une population où il y a 95% d'agriculture au Moyen-Âge. L'enfant n'est pas un choix, c'est un besoin, et un besoin vital. Pas au sens aujourd'hui, j'ai un besoin vital d'une PlayStation. Au sens où si vous voulez pas mourir de faim, faut bosser. Et pour ça, il vous faut des bras. Et donc, l'enfant n'est pas un choix. Par contre, si vous en perdez une énorme partie, vous finirez à 2. Mais dire que vous en voulez en garder 2, vous en voulez en tout cas assez, et avec le temps que la femme qui passe un peu sa vie en couche arrive à vous en faire, en général, vous finissez plus ou moins à 2. Mais la grande évolution de notre ère, c'est justement de passer de ce besoin d'enfant à un désir d'enfant. Et ce désir, aujourd'hui, il fait qu'on est en général à vouloir un enfant. Mais c'est-à-dire que par définition, si vous avez le choix, vous faites moins que si vous n'avez pas le choix. C'est mathématique. Mais ça veut dire que la règle immuable dont vous parliez a changé. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que est-ce que l'équation économique n'est pas en train de nous dire qu'on va revenir à un besoin d'enfant. Donc il y a quelque chose de tout à fait anarchique en fait, un peu étonnante, un peu qui défie les siècles, de se dire qu'on est en train de se redemander si on n'a pas besoin de plus d'enfants, alors qu'une des grandes réussites de l'humanité était de s'être créé le choix. Arthur de Vatrigan. Justement, vous parlez là, globalement, vous expliquez que en majorité, ça relève d'un choix, mais vous parlez également de contraintes. Il y a aussi des contraintes qui expliquent cette baisse de la natalité, et peut-être une contrainte qui est nouvelle, qu'on n'a pas forcément vue dans les siècles précédents, mais surtout les décennies précédentes, c'est l'infertilité. Quel rôle joue l'infertilité dans cette baisse des naissances en France ? Alors en fait, le problème, c'est que l'infertilité, c'est un mot qui regroupe deux vérités. Une qui est tout à fait celle que j'ai décrite et une qui est différente. Si vous voulez parler d'infertilité, vous avez un sujet qui est basique, qui n'est pas réellement l'infertilité, c'est qu'on fait des enfants plus tard. Or, la femme dispose de tous ses ovules à la naissance, elle les perd au fil du temps, donc plus elle s'y met tard, plus le projet peut ne pas être réalisé. C'est pas de l'infertilité en tant que telle, c'est-à-dire que c'est pas une malchance, une maladie, c'est juste que on est vraiment dans le choix. Je privilégie une carrière, autre chose. Je privilégie l'idée que si mon conjoint ne me plaît pas, je peux en changer, ce qui au Moyen-Âge n'existe pas. Donc, il y a tout un tas de notions de choix qui repoussent ce projet. Et après, il y a d'autres notions qui vont créer la difficulté à le réaliser. Là, on parle de fertilité. Et là, quelque part, vous avez des énormes sujets. Vous avez évidemment des sujets liés environnementaux, qui sont bien connus. Vous avez des sujets que on comprend pas tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a malgré tout beaucoup d'éléments d'infertilité qui se déploient. Moi, j'aime bien aussi ce sujet que j'écris dans mon livre, qui est peut-être un peu choquant, qui est de rappeler qu'on a abandonné la survie du plus apte. Et je pense que c'est un des gros réussites de l'humanité. Mais ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si comme moi, vous avez une maladie grave, il y a 50 ans, vous mourriez. Aujourd'hui, on vous soigne, mais quelque part, vous pouvez passer vos gènes. Et donc, quelque part, de la même manière, si vous êtes très fertile, vous prenez de la contraception, et donc, quelque part, vos gènes qui amènent une grande fertilité vont moins se reproduire. Et si vous êtes très peu fertile, on va vous aider à avoir des enfants avec des chlamydes, des FIV, qui ont tendance à créer des grossesses multiples. Donc, en réalité, cette espèce d'idée de la survie du plus apte, qui va créer un brassage qui va booster la fertilité de l'espèce, est en réalité aujourd'hui inversée. Moi, je trouve ça formidable parce que je pense que si tous les gens malades mouraient, et comme je suis un peu attaché à ma propre vie, ça me semblerait pas idéal. Mais en fait, on crée un peu notre propre asymptote. C'est-à-dire que avec un schéma tel qu'on est en train de le faire, il n'est pas sûr que la fertilité puisse continuer à augmenter. Donc moi, je trouve ça très favorable. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, entre le désir d'enfant et sa réalisation, il y a un écart qui est peut-être ce qui pour certains fait la différence entre 2 et 1,6. Moi, je pense qu'on n'en est pas là et que c'est pas si important que ça comme impact. Mais en revanche, là vous avez entièrement raison, c'est que pour le coup, c'est une contrainte. Alors, ce grand basculement démographique, c'est un phénomène mondial. C'est ça, c'est tout l'avantage aussi de votre livre, c'est de le rappeler. C'est pas juste un problème français, ni allemand, ni européen. C'est un problème très largement répandu à travers la planète. Il y a une petite exception quand même, c'est l'Afrique. Dans ce mouvement qui s'accélère, à l'horizon je crois que l'Afrique connaîtra encore une croissance significative avec une augmentation de 500 millions d'habitants de sa population. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Afrique est bel et bien l'avenir de l'humanité ? Alors, je vais être très clair. En fait, il y a deux sujets différents. Je vous le disais, il y a une différence entre la natalité et la fécondité. Si on parle de fécondité, l'Afrique n'est pas du tout une exception. Si on parle de natalité, oui. C'est-à-dire que il y a un siècle, quand on était à 6 enfants par femme, ce qui était le cas il y a un peu plus d'un siècle en France, on mettait 100 ans à passer de 6 enfants par femme à 3 enfants par femme. C'était le cas pour la France et le Royaume-Uni, ça a duré un peu ce temps-là. Pour les pays suivants, ça a mis 60 ans. Aujourd'hui, ça met entre 20 et 30 ans. Il y a un effondrement. Et c'est un sujet intéressant parce que quand on parle d'immigration, beaucoup de gens ont cette idée de l'immigration, vous savez, qui revitalise parce que les gens qui vont arriver font plus d'enfants. Il y a 30 ans, la fécondité du Mexique était le double de celle des États-Unis. Aujourd'hui, c'est la même. On a exactement la même chose avec un effondrement de la fécondité de tous les pays africains. Mais ce qui est intéressant en revanche,
c'est que c'est des populations qui sont extrêmement jeunes. Si vous placez au Niger, l'âge médian de la population, c'est 16 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, que dans le siècle à venir, vous avez quasiment pas de décès au Niger, ce qui fait que la population ne peut pas baisser. Et par contre, vous avez énormément de gens en âge d'avoir des enfants. Donc même si votre fécondité baisse, votre natalité va être très élevée. Au Japon, vous avez un âge moyen de la population qui est désormais très supérieur à 50 ans. Si les jeunes filles se disent qu'elles veulent plus d'enfants, votre population va quand même se casser la gueule pendant 30 ans. Donc en fait, il y a en Afrique une singularité qui n'est pas tant de la fécondité, qui est certes plus élevée mais qui converge très vite. Dans les capitales des grands pays, Nigeria ou autres, on est déjà sous les 2 enfants par femme. Par contre, on a un âge des populations, en particulier d'Afrique tropicale, qui sont très jeunes. Après, l'avenir, au sens réel, vu que ce sera une partie la plus importante, oui. Et un défi énorme, je vous rappelle que ce qui est très intéressant, c'est qu'on oublie que gérer une hausse de la population est plus dangereux qu'une baisse. Aujourd'hui, on se dit, on a un problème avec la population qui baisse en France, c'est vrai, mais vous prenez le Niger, si vous avez 8 personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi pour un qui sort, c'est quand même hyper compliqué. Il faut réussir à assimiler ça. Vous allez créer du chômage de masse dans des endroits où il n'y a pas de filets sociaux. Ça peut amener des situations qui sont extrêmement délicates. Donc ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui l'Afrique, particulièrement l'Afrique tropicale, va être confrontée à des défis que l'humanité a presque oubliés depuis un siècle, qui sont très atypiques et qui présentent à la fois des opportunités mais aussi des risques. Et donc c'est vrai qu'on a une désynchronisation qu'on connaît déjà à ce niveau-là, mais il est vrai que l'Afrique fait maintenant un peu figure de cavalier seul, parce que même les pays asiatiques qui avaient des fécondités fortes ou l'Amérique latine sont aujourd'hui très bas. Peu de gens savent que l'Amérique latine est largement sous les 2 enfants par femme. Donc voilà, mais singularité. est-ce que le corollaire de ça, c'est pas que précisément ces pays africains envoient leurs enfants là où il y a besoin, où il y a des appels d'air, en tout cas migratoires? En réalité, déjà, c'est pas l'Afrique tropicale qui envoie beaucoup d'immigrés dans les autres pays. Vous voyez bien, quand on a ce débat en Espagne aujourd'hui, c'est beaucoup de gens qui viennent d'Amérique latine, qui sont pourtant des pays qui ont une fécondité sous les 2 enfants par femme. Donc, et aujourd'hui, on a une immigration en France qui est particulièrement venant d'Asie, qui ne sont pas des pays qui ont des fécondités extrêmement élevées. Donc il n'y a pas cette idée-là. Ensuite, il y a énormément de choses à construire en Asie. Et puis, le dernier point, qui est un point qui est intéressant, mais qui m'emmène... Mais après, pardon, quand on est dans un pays dont la population baisse, en tout cas la population active baisse, mais fatalement, il y a des postes à pourvoir. Donc il y a du travail. Donc par définition, on a du travail à proposer à des personnes qui arrivent dans le pays, donc des immigrés. Oui, mais c'est pas une évidence, parce que aujourd'hui, si votre population baisse, vous avez aussi moins besoin de travail. C'est-à-dire que, je vais caricaturer, mais si aujourd'hui, si au Japon, demain, vous êtes 10, vous n'avez pas besoin de 120 millions d'immigrés. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces 2 éléments-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, et là j'en viens sur la structure de l'emploi dans mon livre, c'est que en réalité, on est en train de dépendre de moins en moins des emplois manufacturiers. Si vous regardez votre carte bleue, vous verrez des abonnements tout le temps, Netflix, machin, c'est du digital, il n'y a pas besoin de salariés supplémentaires à chaque nouvel achat, mais vous avez de moins en moins d'achats manufacturés. Or, tout ce qui est digital, ce qui est un coût de plus en plus important pour les entreprises, ne fait pas l'objet de transport. Et donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour bosser pour vous, vous n'avez pas besoin qu'il vienne chez vous. Donc, en fait, la réalité est qu'aujourd'hui... Notre économie aura besoin de moins de main-d'œuvre. En tout cas, ce qui est en croissance. Alors, en fait, il y a moins de main-d'œuvre industrielle, plus de main-d'œuvre de service à la personne, les retraités, et plus de main-d'œuvre numérique, mais qui peut se faire à distance. L'exemple, par exemple, de l'Inde, qui a explosé à tous les niveaux sur ce sujet-là, est frappant. Et justement, quelles sont les conséquences de ce grand basculement ? On va y venir dans quelques instants. Pourquoi notre économie, notre société va complètement changer ? Pourquoi dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, on vendra davantage aussi en France de couches pour adultes que pour gosses ? C'est ce qu'on verra avec notre invité Thibaut Prébet, toujours en compagnie d'Arthur de Vatrigan et de Stéphane Simon. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Pourquoi nous ferons de moins en moins de bébés, quoi que nous veuillions ou quoi que nous fassions ? C'est un peu le thème du livre de notre invité Thibaut Prébet, Démographie, la bombe tranquille, publié aux éditions du Rocher. Nous tous sommes toujours avec Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan. Thibaut Prébet, vous le dites d'ailleurs, et Stéphane Simon l'a relevé, on prévoyait d'être 15 milliards d'humains à l'horizon de 2100. En fait, aujourd'hui, on sait qu'on ne sera jamais 15 milliards d'enfants. Absolument, parce qu'en fait, on avait cette illusion à un moment que la fécondité, ça se pilote. Parce qu'après tout, dans les années 60, des pays asiatiques, la Corée du Sud, la Chine, décident de faire baisser la fécondité et ça marche très bien. Et donc, on se dit, le jour où on veut que ça remonte, ça va remonter. Et puis, quand on essaie de faire remonter, ça remonte pas du tout. Et donc, on se rend compte que, par exemple, en Chine, si vous avez fait deux générations d'enfants uniques,
à terme, votre population elle va être divisée par 4. Il n'y a pas besoin d'être un génie des maths pour faire ça. Et donc, on se rend compte qu'en fait, comme ça repartira pas, et que la fécondité baisse beaucoup plus vite que prévu initialement en Afrique, eh bien, on sera beaucoup moins nombreux que ce qu'on anticipait. Moi, je pense que l'idée qu'on soit plutôt vers les 6 milliards que vers les 10 est un scénario avec lequel je suis très à l'aise. Ça, 6 milliards, ça veut dire que c'est quand même déjà moins qu'actuellement. C'est-à-dire que la population globale reflue. Mais quand je suis né, on était moins que ça et on survivait quand même pas si mal. Alors après, c'est vrai que par contre, si c'est que des personnes âgées, c'est un défi. Oui, alors est-ce que parmi les causes de cette chute de la démographie, il n'y a pas, de la natalité, il n'y a pas aussi un problème de comportement chez les adultes, c'est-à-dire que les adultes sont de plus en plus dans le désir de se satisfaire, dans cette espèce de forme d'égoïsme, où finalement, le projet d'un enfant, c'est quand même le projet d'emmerde supplémentaire. C'est évidemment des satisfactions. Je suis père de famille et je peux vous le dire, mais il se trouve quand même que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de se galérer, j'allais dire, avec des enfants. Ouais, moi je crois pas du tout dans ça et c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. J'aime bien dire cette phrase d'Abraham Maslow, qui était un psychologue américain du 20e qui a créé la pyramide de Maslow, qui est un truc intéressant. Il a dit cette phrase géniale: quand vous avez un marteau, tout problème ressemble à un clou. Et donc, en fait, quand vous parlez à quelqu'un de la démographie, ce qu'il vous dit reflète ce qu'il pense lui et pas quelle est la réalité. Vous parlez à un écolo, il va vous dire c'est l'éco-anxiété qui fait qu'on fait moins d'enfants. Vous parlez à quelqu'un de conservateur, il va vous dire c'est la cause de la baisse de la religion. Vous parlez à quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, il va vous dire c'est parce que les prix du logement sont trop élevés. Et en fait, la réalité, c'est que vous avez tellement de pays au monde qui ont des caractéristiques qui n'ont rien à voir que aucun truc, à part ceux que j'ai évoqués qui sont mondiaux, c'est-à-dire la santé et les progrès techniques, n'existe. Mais moi, je suis toujours gêné quand on me dit c'est l'égoïsme. En 1600, vous avez besoin, pour pas crever de faim, d'avoir des gens pour vous aider à travailler 15 heures par jour, week-end compris. La Terre, c'est par une espèce d'immense amour de l'humanité que vous faites des enfants. C'est pour le plaisir de partager ça avec eux. Non, c'est parce que vous vous dites je vais crever de faim si j'en ai pas. J'en fais. On est toujours dans cette forme. Plus tard, c'est pour obéir à une convention sociale qui fait qu'on va vous juger si vous en faites pas. On est toujours égoïsme. On suit un chemin qui est celui que la vision sociale nous impose. Et la différence aujourd'hui, c'est qu'on a plus de choix qu'avant. Aujourd'hui, si vous faites pas 6 enfants, vous mourrez pas de faim et probablement vos voisins vous montreront pas de doigts en sortant de la messe. Très bien. Mais ce choix que vous avez, vous l'utilisez en fonction de la latitude qu'on vous donne. Notre société donne de la latitude. Elle donne une latitude aux femmes de bosser, de pas bosser. Elle donne de la latitude aux couples de se séparer s'ils se plaisent pas. Voilà, ce choix existe, mais quand le choix n'existait pas, c'est parce qu'on n'avait pas le choix qu'on le faisait. C'était pas par une sorte de bonté humaniste en se disant vite faisons plein de petits enfants mignons qui vont jouer. Bien, mais ça veut dire qu'il y a une espèce d'inconscient de l'espèce humaine qui est capable inconsciemment de réguler, d'instinct. Il y a un cerveau reptilien qui sait qu'il faut faire des enfants quand il y a des difficultés. On fait moins d'enfants quand la vie est plus confortable. Non, mais c'est assez pragmatique et puis c'est une transmission. C'est-à-dire que si vous savez que vous travaillez la terre et que s'il n'y a personne pour vous aider, vous n'aurez pas assez, et que si vous produisez pas assez, s'il y a une mauvaise année, vous allez mourir de faim. Ça se transmet assez bien. Enfin, je veux dire, on arrive bien à passer l'info. Sauf que personne aujourd'hui en France ne se dit je vais faire 6 enfants parce que sinon on ne pourra pas payer mes retraites. Non, mais pour autant, on voit bien que, et c'est là qui est intéressant, c'est que c'est un sujet étatique, c'est l'État qui s'en inquiète, parce que comme l'État garantit ça, les gens s'en occupent plus eux-mêmes, c'est un sujet qu'on voit bien qui devient national. Moi, je pense que la réaction est très simple, c'est qu'on est en train de passer de avoir des enfants, ça coûte cher, à avoir des parents, ça coûte cher. Et donc on se dit, comment on gère ça économiquement ? Arthur de Vatrigan. Je vais vous proposer une autre explication, avoir votre regard dessus, parce que si la technique permet d'avoir des enfants avec plein de tubes à essai et d'en faire toute seule comme chantait Goldman, globalement, il faut être encore 2 pour avoir des enfants, et puis c'est toujours mieux quand on est 2 pour les y élever, parce que sinon on fatigue très vite. Et il y a peut-être pas un problème de couple aujourd'hui, parce que vous dites qu'il y a beaucoup de latitude dans la société, mais il y a quand même beaucoup d'injonctions à gommer toutes les caractéristiques du masculin, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et ce qui castre un peu les audaces du dragueur, du jeune homme, qui se retrouve de plus en plus effrayé à l'idée de voir une femme, de lui parler, alors de là faire des bébés, vous imaginez ? Oui, alors je vais être obligé de vous renvoyer encore une fois votre marteau de Maslow. Vous avez votre marteau, vous dites moi je crois là-dedans, c'est là-dessus. La réalité, c'est que je vous répondrai que il y a des tonnes de pays au monde. Dans certains pays, y compris en Amérique latine, il y a eu un effondrement de la fécondité dans des pays où il n'y avait pas de problème de contact. Il y avait juste, quand on avait le choix, pas forcément envie de faire plein de gamins, et que tous les cas existent. Il est vrai, par exemple, qu'en Asie, les gens qui travaillent ce sujet, qui n'est pas une de mes spécialités, disent qu'il y a quand même un vrai problème de rapport humain, mais vous pourrez aussi dire que c'est un rapport au coût de l'éducation, parce que quand on fait moins d'enfants, il y a un côté élitiste dans l'enfant. Je vais vous dire un truc qui va vous faire sourire, par exemple. Il y a des chercheurs qui disent que, en Corée du Sud, vous mettez 20 000 € par an de cours particuliers pour votre gamin, pour qu'il puisse avoir accès à un bon métier. Donc comme vous faites ça, vous ne pouvez pas en avoir d'autres.
parce que ça coûte trop cher. Et donc, il y a des gens qui sont allés jusqu'à dire, c'est peut-être pour ça qu'on a une fécondité plus élevée en France, parce qu'on donne le bac à tout le monde, et qu'on se dit pas, bah tiens, si j'ai plusieurs enfants, je pourrais pas le faire. Donc, vous voyez, tous les ressorts sont très complexes, mais je pense que dire que c'est un problème de drague, évidemment qu'il y a des travaux là-dessus, donc c'est pas une hypothèse qui est absurde, mais je pense que ça en dit plus de votre vision à vous des sujets qui vous gênent que d'une vision globale. Auriez-vous décelé Non, c'est le marteau de Maslow's, ça marche très bien. La génération Z est de moins en moins en couple. Et vous regardez chez ceux qui sont en couple, il y a des enfants, et forcément, il n'y en a pas sur ceux, ou en tout cas moins ceux qui ne sont pas en couple. Mais je voudrais passer là, au sujet d'après, parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter, qui est c'est les conséquences. Donc en gros, il y a moins d'enfants et plus de vieux. C'est quoi les conséquences sur le modèle de société ? Je répète votre livre. C'est pour ça qu'on est d'accord, c'est bien, continuer. Exactement. Non, quelles sont les conséquences directes sur le modèle français aujourd'hui ? Sur quoi c'est le plus visible ? Le plus visible, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, la dépense publique, elle est orientée vers deux sols principaux qui reprennent plus de la moitié de la dépense, c'est les retraites et la santé. Or, par exemple, on couvre quasiment plus de 10% de la dépense de santé d'une vie sur la dernière année. Or, aujourd'hui, on fait plusieurs dernières années. C'est-à-dire qu'une des grandes réussites modernes, c'est que si vous avez une maladie, un cancer, il y a 50 ans, potentiellement, vous mourriez. Aujourd'hui, vous avez un traitement qui est extrêmement coûteux et on a la joie de vivre, ce qui fait que vous allez refaire des années où vous aurez la possibilité ou le risque d'avoir d'autres maladies. Donc, le coût de santé est un coût qu'en fait, on sépare de la retraite, mais qui en réalité est en grande partie lié au vieillissement. Ce qui veut dire qu'on a des coûts extrêmement élevés, une base taxable qui baisse, de parler le travail, et il faut égaliser tout ça. Et une des grandes difficultés de notre modèle, c'est qu'en France, comme on est gâté, qu'on est riche, et qu'on avait avec ce baby-boom un tissu hyper large pour financer, on a vécu dans l'idée qu'on est capable de financer un modèle social parfait, un modèle de santé parfait, en le finançant sans problème. Aucun pays autour de nous ne dit ça. Ils disent qu'il faut travailler plus tard, on ne peut pas payer suffisamment la santé, mais nous on reste dans cette idée que c'est possible. Or, les chiffres ne marchent pas du tout, mais personne n'a envie de le voir. Et donc, dans ce cas-là, vous avez deux options. La première, c'est de dire qu'il faut dégrader l'équation, plus d'impôts, moins d'aides, une santé moins bien payée. Et pour se faire élire avec ça, bonne chance. Ou vous dites, t'inquiète, on fait relancer la fécondité. Et c'est pas comme les politiques veulent se faire élire, ils vont quand même parler de ça, mais et donc, ça ne marchera pas. Si je vais plus loin dans votre raisonnement, quoi qu'il arrive, plus tard, si on veut pas faire faillite en France, il faut qu'on arrête de soigner les malades. Non, mais en fait, il faut qu'on fasse des choix. Non, pardon, c'est ce que vous dites. Donc, en le fait, choix... mais excusez-moi, mais ça peut paraître choquant, mais c'est ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire que on dit pas, on va arrêter de soigner les gens. On dit, on a un peu moins d'argent, donc on ferme une maternité, on ferme un hôpital, on en ouvre, on fait un maillage un peu plus loin du territoire. On a un peu moins de médecins parce que ça coûte cher. Et ça, c'est quand même, malgré tout, de manière globale, des gens qui meurent, des gens qui naissent pas parce qu'il y a une fausse couche et qu'on est trop loin. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'idée partout dans le monde qu'on n'est pas dans un monde parfait, qu'une personne qui est malade n'est pas 100% sûre, selon l'endroit où elle habite, d'avoir un accès parfait, que si vous êtes dans la campagne, dans un pays qui est pauvre, probablement que vous mourriez, alors que si vous étiez à New York, vous vivriez. Et donc, quelque part, la dimension économique a toujours créé et donc, des si risques je vous écoute sur en la ce vie. moment même sur Sud Radio, depuis par exemple la Corrèze ou la Lozère, département très peu dense, vous êtes en train de m'expliquer que d'ici 50 ans, chez moi, le premier hôpital sera à 300 km. Peut-être pas, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il sera plus loin que si vous habitez dans une région riche et qu'il y a une inégalité qui se développe et que, en tout cas, la contrainte économique sera cruciale. Mais en réalité, elle l'est déjà, c'est juste qu'on la voit pas. Ce sera pire. Bien sûr, mais il n'y a aucun doute à ce sujet. Simon. Oui, il y a deux manières, on va dire deux palliatifs à cette crise démographique qui paraissent évidentes et que vous traitez dans votre livre. C'est d'une part le modèle, on va dire, européen et français, c'est-à-dire on ouvre à une immigration plus importante. En tout cas, c'est un palliatif de faire venir de la main-d'œuvre, une population jeune dans nos frontières. Et puis, il y a la manière japonaise où alors on prend le parti que la population est définitivement vieillissante et qu'on n'aura pas non plus, je dirais, l'appel et une main-d'œuvre d'immigration. Donc, on robotise à outrance. Donc, c'est ces deux modèles-là qui sont les palliatifs aujourd'hui auxquels on a le choix. En fait, ce qui est très compliqué dans ce que vous dites, alors déjà, historiquement, on parle pas de la France, on parle de l'Allemagne, parce que l'Allemagne et le Japon ont au même moment le même problème. C'est-à-dire, pour faire simple, ils perdent la Seconde Guerre mondiale. Faire des enfants pour qu'ils aillent mourir sur le front tout le temps, ça fascine pas les trous, donc ils font un trou énorme derrière. En plus, comme ils ont plein d'hommes qui sont morts, ils ont moins de facilité à faire des enfants et moins envie. Donc ils ont un creux. Ils répondent effectivement de ces deux manières différentes. D'un côté, par l'immigration, ce qui marche plutôt bien en termes économiques, et par la robotique, ce qui marche plutôt très bien au début jusqu'en 80 et après une catastrophe au Japon, d'un point de vue économique. Mais ce qui est intéressant, c'est deux choses. La première, c'est que moi, je parle dans ce livre aux Français parce que ça l'intéresse, mais je donne une logique mondiale. Il y a une statistique basique, c'est que l'immigration, pour un immigrant, il faut un émigrant. Donc c'est un jeu à somme nulle. Or, tous les pays au monde ont le même problème. Donc l'immigration n'est structurellement pas une solution. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le deuxième point, c'est que cet exemple que vous donniez, si je le ramène avec l'Allemagne, c'est un exemple des années
80, donc où le travail est toujours manuel. Il faut toujours quelqu'un. Aujourd'hui, on est dans un travail d'un monde qui se digitalise, donc où la main-d'œuvre n'est pas forcément à l'endroit où le bien est utilisé. Et c'est là que la différence et le recours à l'immigration est très, très, très différent. Et puis le dernier point, excusez-moi, c'est que on va passer dans beaucoup d'endroits d'un rapport de force qui s'inverse. Dans le travail en France, le patron n'est plus roi, c'est le salarié qui est roi parce que simplement il y a un déséquilibre sur le marché de l'emploi. Pour l'immigré, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que dire je veux de la main-d'œuvre, faut qu'elle ait envie de venir. Ouais. La Chine dit j'ai un trou qui va être d'1 million d'habitants par an, puis jusqu'à 10 millions pour la démographie, faut que j'attire des gens. Il y a 4 ans, 200 000 personnes se barraient de Chine par an, maintenant on va être à 1 million. Parce que ça attire pas les gens. Vous allez faire des métiers pénibles, mal payés dans une dictature. Vous n'avez pas envie d'y aller. Alors effectivement, vous êtes la Suisse, vous allez réussir à attirer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, on part de cette idée que l'immigrant, il a forcément hyper envie de venir chez vous. Mais plus les pays d'immigration deviennent riches, plus nous on s'appauvrit, plus on leur propose de venir financer les retraites de gens beaucoup plus riches qu'eux. Moi, ça les intéresse. Donc ce qui est intéressant, c'est que 1, c'est pas une réponse mondiale. 2, c'est pas à traiter de la même manière que dans un cycle industriel. Et 3, c'est pas parce qu'on a envie qu'on y arrive. Donc c'est des sujets qui vont refonder totalement le rapport à l'immigration. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire justement de ce changement? Quelles sont les solutions que vous proposez? Comment faire face à ce basculement démographique? Toujours moins de bébés, toujours plus de vieux, notamment en France, mais sur toute la planète. C'est ce qu'on va voir avec vous, Thibaut Prébet, ainsi que Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Le choc démographique, pourquoi on aura de moins en moins de bébés? Pourquoi on sera de plus en plus vieux? En moyenne, quoi qu'on fasse et quoi qu'on veuille, on en parle avec notre invité Thibaut Prébet qui publie ce livre Démographie, la bombe tranquille aux éditions du Rocher, toujours avec Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan. Alors, justement, sur les solutions, donc on rappelle le constat, moins de naissances, plus de vieux. Donc vous expliquez que le modèle qu'on a aujourd'hui n'est plus viable, il faut le changer. Le problème, c'est que dès qu'on essaie de faire des micro-réformes, on a beaucoup de gens dans la rue. La dernière réforme des retraites était assez... était un exemple assez effrayant, en tout cas, de ce qu'on ne pouvait pas faire, de l'immobilisme. Le problème, c'est qu'on est encore en démocratie. Donc les gens votent, et la majorité des gens qui votent, ce sont des personnes âgées. Donc comment leur faire avaler, qui vont être mal soignés, qui seront plus ou même pas soignés, pas accompagnés, et puis surtout que les retraites, il va falloir s'asseoir dessus. Ouais, c'est un défi qui est majeur, que vous avez raison de soulever. Moi, je pense qu'il y a de moins en moins de gens dans la rue, et pas de plus en plus de gens dans la rue, parce qu'aller dans la rue, c'est quand on est jeune et qu'on n'est pas content. Mais quand vous êtes vieux et que vous avez la majorité des votes, vous allez juste voter et dire non. Et rappelez-vous quand même que, le gouvernement Bayrou saute entre autres sur le fait d'avoir dit que les frais professionnels des retraités, c'est peut-être un peu débile. Direct, on dit allez, hop, toi t'es sympathique là, mais allez, tu vas retourner où t'étais là, je sais plus où c'était bien. Ça aurait pu être pour autre chose. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous perdez directement une certaine partie de l'électorat et des votants et des politiques si vous faites quelque chose contre cet électorat, qui est un électorat de plus en plus important et surtout un électorat qui ne va faire qu'augmenter. Vous êtes en train de me dire que ce sont les dictatures qui arriveront le mieux à se réformer, si je vous suis. En fait, en réalité, quelque part, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'après, les dictatures, on a tendance à ne jamais se réformer. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elles peuvent prendre des dispositions sur ce sujet. En revanche, ce qui est vrai, c'est que, et c'est une des propositions que je fais dans mon livre pour choquer un peu, c'est de dire un pays où c'est que les retraités qui votent est un pays qui ne se réforme jamais sur les retraites. En Italie, au Japon ou autre, à chaque fois qu'on tente une petite réforme des retraites, 6 mois après, c'est retourné parce que en fait, les gars disent moi, si j'ai 85 ans, le déficit, je vous cache pas que j'en ai un peu rien à battre. Par contre, j'aimerais bien avoir ma pension à la fin du mois. Et typiquement, ce que je dis, c'est que je doublerais le droit de vote pour les moins de 30 ans en disant un pays où on vous demandait aux actifs de financer les retraités sans leur demander leur avis, ça va mal finir. Et, je rajoute ce que vous disiez sur l'immigration, si vous voulez que les gens ne se barrent pas, ou attirer des gens, si vous leur dites vous allez bosser pour des retraités mieux payés que vous et on va pas vous demander votre avis, vous n'êtes pas très attractif. Donc vous voulez donner plus de pouvoir à ceux qui n'ont déjà pas envie de voter alors qu'ils en ont le droit. Mais je pense qu'ils votent pas aussi parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas peser. Ce qui est quand même une réalité aussi. C'est un cercle vicieux. Moi je trouve qu'en tout cas c'est un débat intéressant à ouvrir parce que aujourd'hui la situation n'est pas satisfaisante. Or elle ne va faire que se dégrader et compter sur une sorte d'altruisme retraité qui voterait pour les jeunes, c'est sympathique, mais c'est à l'opposé de tout ce qu'on observe aujourd'hui. Vous allez vous prendre des coups de déambulateur dans la tronche en sortant de l'émission. Ouais, on est un petit peu dur aussi avec les retraités, parce que pour le coup, ils font leur devoir de citoyen quand on leur propose de voter. C'est les autres qui le font. Forcément, ils veulent préserver leur système social. Ouais. Alors, en tout cas, on voit bien que Stéphane cette question
question de la démographie, elle est beaucoup plus importante que ce à quoi elle a le droit. Parce que finalement, s'il y a bien un absent dans le débat public, c'est bien le démographe. Comment vous expliquez que les démographes ne soient pas... Alors, je ne parle pas de vous en particulier, mais pourquoi les démographes ne sont pas écoutés par les politiques? Parce que tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui sur Sud Radio, c'est passionnant. On voit bien qu'il y a des défis majeurs et pour autant, on n'a pas l'impression que ça intéresse beaucoup par rapport aux questions qui sont multiples. Galbraith, qui était un économiste assez impressionnant, a dit cette phrase fascinante. Il a dit « L'économie est un domaine passionnant pour offrir un travail aux économistes ». Ce qui est vrai. Or, le problème du démographe, c'est que vous basez sur des données longues, prévisibles, et donc quand vous revoyez quelqu'un 6 mois après, vous dites la même chose. Donc fatalement, au bout d'un moment, il s'ennuie. Donc il vous demande moins votre avis et il vous remet au placard. Et donc le démographe est consulté de manière sporadique parce que son avis est peu fluctuant. Alors que le politique, lui, aime bien changer tout le temps et l'économiste aussi. Et donc, en fait, on range assez vite le démographe dans les tiroirs. Sauf qu'aujourd'hui, où les systèmes sociaux ont des financements qui se dégradent, qu'il faut prendre des décisions, à nouveau, ça intéresse tout le monde. Et puis, en France en particulier, comme on se voyait comme un peu le paradis démographique dans un monde en difficulté, ça ne nous concernait pas trop. Et maintenant, on y retourne. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, les politiques vont centrer sur le sujet, qui vont lire ce livre, qui vont essayer de faire une proposition qui intègre une logique démographique. Je vous rappelle quand même que le Conseil d'orientation des retraites disait qu'on était nickel sur des hypothèses à 2 enfants par femme. Alors qu'aucun démographe vous aurait mis cette hypothèse mais crédible. Et ça ne veut pas dire qu'ils font pas bien leur boulot. Ils répondent à une demande qu'on leur fait sur un fonctionnement. Mais aujourd'hui, il est clair que le démographe a un rôle, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on s'en intéressait moyen les gens. Et puis surtout, je pense que cette évolution de l'intelligence artificielle, des territoires, de l'emploi, est un enjeu qui se lie beaucoup à la démographie. Vous dites de l'IA, est-ce que c'est une grosse menace ? C'est une menace pour l'emploi, mais si vous n'avez pas de main-d'œuvre et qu'il faut bien bosser ou continuer à financer avec, entre autres, quelqu'un qui bosse, qui ne serait pas l'actif, mais l'IA, vous mettez 2 curseurs qui sont intéressants à faire bouger ensemble. Donc je pense que par rapport à cette notion d'intelligence artificielle, par rapport à ce système social, l'engrenage avec la démographie est absolument passionnant. Il y a beaucoup de livres démographiques qui sortent, avec beaucoup de prismes différents. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être durable. Et puis enfin, c'est un prisme qui, dans le débat public politique, prend une nouvelle donne. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple la défaite de Viktor Orban, Viktor Orban se fait battre pour des considérations économiques en Hongrie. On pense que c'est par rapport aux Russes, machin, mais le gars qui l'a suivi a un programme qui est pas si éloigné. Mais il a fait le plus gros plan de relance de la fécondité de l'histoire. Qu'est-ce que ça a donné ? 4 points de baisse de la croissance, une hausse du chômage, 2,5 points de déficit en plus, et une fécondité qui est passée de 1,47 à 1,39. En quoi le plan de hausse de la natalité a fait s'effondrer la croissance ? Mais en fait, le problème, c'est que si vous mettez de l'argent sur un truc qui sert à rien, vous le mettez pas ailleurs. Donc, vous ne stimulez pas un tissu économique, vous cherchez pas de gain de productivité. Mais je termine sur un point, c'est que donc vous supprimez les allocs. Quand M. Bardella, attention, je vous le disais, c'est asymétrique. Quand vous tapez sur la fécondité, ça marche très bien. Quand vous restaurez, ça marche pas du tout. Donc on peut regretter qu'on ait enlevé sous le gouvernement Jospin, mais ça veut pas dire qu'il faut les remettre. C'est pas du tout la même chose. 2 choses que je voudrais dire pour finir là-dessus. 1, Bardella, quand il commente le départ d'Orban, dit 2 choses. Il dit 1, on dit qu'ils sont autoritaires, mais il est parti sans problème. Et 2, il a défendu la natalité. Ce qui montre que le sujet va être clé, parce que vous avez un exemple chimiquement pur qui ne marche pas, et vous le prenez comme exemple. Donc ça, c'est intéressant. Dernier point pour montrer à quel point ce n'est pas inversable. La Chine crée la politique de l'enfant unique. Dans les années 90, la fécondité chinoise tombe à 1,5. Quand elle décide d'en sortir, la fécondité tombe à 1. Donc en fait, la Chine a eu l'enfant unique quand elle a arrêté de le vouloir. Ce qui prouve qu'on peut très facilement faire baisser la fécondité, mais pas la remonter. Donc ne confondons pas ce qui a pu faire chuter la fécondité, qui est une réalité, avec l'idée que l'inversé suffirait. En revanche, on a le droit de pointer la responsabilité des quelques gouvernements qui ont tapé sur les politiques de natalité sous Hollande ou sous Jospin, par exemple. Oui, vous tapez sur qui vous voulez avec ou sans déambulateur, mais ça ne fera pas revenir la fécondité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors face à cette urgence silencieuse, comme dit l'ancien Premier ministre japonais ? Vous savez, je pense que moi, toute l'idée de mon livre est de dire que la démographie est plus un paramètre d'entrée qu'un paramètre de sortie. Donc je veux dire, quand vous avez un couple, si vos revenus baissent, vous dépensez moins. Quand vous avez une société, votre chiffre d'affaires baisse, vous travaillez sur vos coûts. Pourquoi est-ce qu'à l'échelle d'un pays, on ne peut pas faire la même chose ? C'est quand même pas extrêmement compliqué. Aujourd'hui, si on est un peu moins bien payé, si les retraites sont un peu plus basses, si on a des avantages qui diminuent, eh ben, si c'est ça l'équation, c'est ça l'équation. Moi, je préférais ne jamais travailler, je préférais avoir beaucoup plus d'argent. On peut pas, vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a un moment où il faut essayer juste de faire preuve de lucidité. Si on est tous un petit peu moins riches, c'est plus facile on n'est pas très quand... pauvre. Ouais. Donc entre le chaos total et comprendre qu'il faut qu'on rebouge un peu le modèle, il y a un écart qui n'est pas l'Armageddon. Sauf que si je vous écoute, j'ai presque l'impression par moment que tous
tous les retraités roulent sur l'or et qu'ils ont tous une vie confortable. C'est pas le cas en Non, et France. puis moi, je suis pas Non, du mais tout c'est d'accord pas le avec cas. ça. C'est-à-dire que moi, je pense que quand on parle de retraite géante de boomers, c'est débile. Ouais. C'est juste se dire. Sauf que vous dites qu'il faut les baisser. Oui, mais il faut les Et baisser. comment mais... ils vont faire s'ils sont déjà pauvres? Mais vous les baissez pas sur tout le monde, c'est pas de la même manière. C'est-à-dire, il y a une logique que vous faites. Il y a aussi l'idée, par exemple, que quand vous pouvez travailler plus longtemps, c'est le sujet des retraites, c'est aussi l'âge. Eh ben, il faut pas laisser partir trop tôt quelqu'un qui pourrait travailler plus dans des métiers qui sont pas pénibles. Ça veut pas dire que quelqu'un qui a un métier archi pénible, vous allez lui dire de bosser jusqu'à 70 ans. On a le droit de faire ça intelligemment. Mais ce n'est pas nier le fait que les retraités ont eu droit à des choses et qui sont légitimes à les demander, surtout quand ils ont voté pour et qu'ils ont gagné, que de dire qu'à un moment donné, si on ne peut pas le financer, il faut faire autrement. L'un n'empêche pas l'autre. Il ne faut pas culpabiliser. Il faut juste avoir une vision lucide de notre compte de résultat et de se dire comment on arbitre. Arthur de Vatrigan. Et vous aviez parlé de 2 exemples, un exemple allemand, l'exemple en Asie, et en France concrètement, parce qu'on a une deuxième composante qui est le même sujet que l'Allemagne, qui est l'immigration, mais pas que les mêmes résultats et avec des approches différentes. Est-ce que pour vous, l'immigration peut rentrer dans cette équation de nos nouveaux modèles ? C'est-à-dire l'immigration, elle en a toujours fait partie en réalité. Elle en fait plutôt de moins en moins que de plus en plus partie, parce que je le disais, la mutation de l'emploi génère quelque chose qui est assez différent, que le nivellement aussi des niveaux de vie, puisque la définition est que les pays développés ont arrêté d'avoir de la croissance, les pays en voie de développement en ont, donc l'écart entre les deux baisse de plus en plus, donc l'attractivité des pays plus riches baisse aussi par rapport à celle des plus pauvres. Donc je pense que c'est une composante cruciale, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est désormais une opposition entre le social et l'emploi. L'exemple italien est absolument frappant, c'est-à-dire que quand Meloni dit il faut moins d'étrangers en situation illégale, tout le monde n'avait pas compris que ça voulait dire qu'elle allait les régulariser. Pour autant, face à la grogne des gens qui n'arrivent pas à recruter, c'est ce qu'elle a fait. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'immigration est un phénomène qui est beaucoup plus complexe et difficile à appréhender, parce qu'il est vrai que quand vous avez un chômage de masse, vous pouvez dire que ça entraîne des enjeux sociaux, mais aussi des enjeux sur l'emploi qui sont négatifs. Quand vous arrivez dans des pays qui sont tous au plein emploi, l'équation, elle est très différente. Et donc je pense qu'on va tous en parler, mais je veux rappeler qu'à l'échelle mondiale, c'est un sujet qui n'existe pas. Exactement. Thibaut Prévet, dernière question. Quand on regarde le panorama que vous dressez sur la planète entière, est-ce qu'on peut se dire que la France est un des pays les plus mal barrés pour arriver à faire face à ce choc démographique? Non, pas du tout, parce que la France est un pays qui a bien avancé sa transition démographique et qui pour autant est encore assez haut. Vous prenez par exemple la Russie, c'est un pays qui est, dans les indicateurs que je travaille, pas du tout avancé dans sa transition démographique et qui est déjà hyper bas. Donc il y a des pays qui sont mal armés. Le deuxième point, c'est que plus un pays est industriel, plus le vieillissement est un défi, parce qu'il est difficile de faire travailler plus longtemps les gens dans des métiers industriels que dans des métiers Sauf de que service. nous, on a déjà tué l'industrie. Oui, donc typiquement, par exemple, aujourd'hui, l'Inde a une situation plus facile que la Chine. La France a une situation plus facile que l'Allemagne. Donc il y a un certain nombre d'éléments structurels qui sont plutôt plus favorables à la France. Et c'est d'autant plus déprimant de voir que les efforts qui sont nécessaires pour nous sont plus faibles que ceux qui sont demandés aux autres, et qu'on est les seuls à tenir absolument à n'en faire aucun. Donc pas si mal placé, mais pour l'instant, en revanche, une volonté qui est tout à fait limitée. Bon, mais en tout cas, si vous voulez casser quelques tabous, casser quelques idées reçues sur la natalité, sur l'immigration, sur la démographie en général, on vous recommande ce livre signé de notre invité Thibaut Prévet, Démographie, la bombe tranquille, publié aux éditions du Rocher. Merci à vous Thibaut Prévet. Merci à vous également Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan. Quant à moi, je vous laisse en la compagnie de celui qui arrive à point nommé, puisque c'est justement Laurent Permas. Pour la vie devant nous, juste après les infos de midi, il vous expliquera comment justement bien vieillir et dans de bonnes conditions. Il était temps d'y passer.